Bonjour à vous et bienvenue dans le 185e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 7 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de L'Escamoteur, le nouveau titre du duo bien connu Philippe Collin au scénario et Sébastien Goethals au dessin pour un album sorti chez l'éditeur Futuropolis. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 7 albums suivants, Les Petits Métiers Méconnus, album choral où se succède une kyrielle de talentueux dessinateurs qui mettent en image les histoires de Vincent Zabu pour un titre sorti chez Dupuis. Je parlerai ensuite de l'album À la ligne, l'adaptation en bande dessinée du roman de Joseph Pontus par Julien Martinière, un auteur très talentueux pour un album sorti chez Sarbacane. J'aborderai aussi la sortie du second tome de la série Voleurs de feu que Damien Cuvillier consacre à Arthur Rimbaud, une biographie passionnante publiée aux éditions Futuropolis. Il sera temps ensuite de vous parler de Dentelle et Vampum, titre énigmatique du 2e tome de L'ombre des lumières, série très passionnante que l'on doit au scénario d'Alain Hérol, au dessin de Richard Guérinaud, et le tout est édité chez Delcourt. À travers 2 albums, je reviendrai aussi sur l'affaire dite du petit Grégory, nom de cet enfant que l'on a retrouvé mort il y a 40 ans dans la Vologne. Tout d'abord, je vous présenterai Grégory, titre pour lequel Jean-Marie Villemain a participé au scénario en compagnie de Pat Perna, le tout mis en dessin par Christophe Gauthier et c'est publié chez Les Arènes BD. Ensuite, c'est chez l'éditeur Petit à Petit, dans la collection des docu-BD, que je parlerai du titre Le Corbeau, l'affaire Villemain, titre qui revient en détail sur cette histoire que l'on doit au scénario conjoint de Béatrice Merdrignac et Tristan Oulmar, ainsi qu'au dessin de Grégory Lay. Enfin, je terminerai par la sortie de la première intégrale comprenant les tomes 1 et 2 du Château des Étoiles, la passionnante saga que l'on doit à Alex Alice et aux éditions Rue de Sèvres, cet album qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 8 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est une véritable plongée dans les décennies 70 et 80 en France que nous propose le duo Philippe Collin au scénario et Sébastien Goethals au dessin dans leur nouveau titre baptisé L'Escamoteur, du nom d'un tableau attribué à Jérôme Bosch. C'est d'ailleurs en parcourant les 320 pages de ce joli bébé que l'on comprend le titre de cet album, une bande dessinée qui entraîne le lecteur sur la piste d'un drôle de personnage qui est le fil rouge de cette histoire, un certain Gabriel Chahine. Il est d'ailleurs très remarquable ce personnage avec cette dégaine directement sortie des années 70, le jean serré et pas de def, la petite moustache, les cheveux mi-longs, ses yeux qui vous percent et qui vous charment et un certain magnétisme que le dessin de Goethals arrive parfaitement à retranscrire. C'est à Toulouse en 1974 que nous le découvrons, moment où dans le bar Le Florida, il fait la rencontre d'un certain Jean-Marc Rouillant, autre personnage qui aura une importance dans cette histoire, puisqu'il fut l'un des grands leaders du mouvement terroriste Action Directe. Car voilà l'autre sujet de cet ouvrage passionnant à suivre, le terrorisme d'extrême gauche en France dans les années 70-80 et comment les renseignements généraux français vont finir par mettre la main sur les cerveaux des attentats et assassinats qui vont secouer la France. C'est donc une double narration que nous allons retrouver ici, le destin singulier d'une personne, Gabriel Chahine, qui vient se percuter avec la lutte qui va s'organiser contre les mouvements radicaux d'extrême gauche.
Avec sa dégaine, Chahine a d'ailleurs tout du militant d'extrême gauche, ce style babacool, conjugué avec un métier de galériste dans lequel il provoque les bourgeois et milite pour un art dont les recettes terminent dans les poches des classes les plus basses. Voilà le personnage que l'on découvre sur la première partie de l'ouvrage, mais le duo Collin-Goethals, qui se met en scène dans cette bande dessinée dans des pages aux couleurs sépia, se rend vite compte, durant leur recherche, que le personnage est plus complexe que cela. À l'image du tableau L'Escamoteur, dont il va organiser le vol pour financer la lutte armée, Chahine est un personnage multiple qui prend un malin plaisir à brouiller les pistes, ce que le lecteur découvre au fil de l'aventure. C'est d'ailleurs pour moi un exercice délicat de ne pas trop vous en dire pour que vous puissiez garder ce plaisir de le découvrir, ce héros ou anti-héros, c'est selon, dans toutes ses dimensions, car le duo d'auteurs a fait un gros travail de recherche pour approcher la vérité que recèle ce personnage. Dans cet ouvrage, on découvre aussi les coulisses du travail que peuvent effectuer les services de renseignement sur notre territoire, un travail dont apparaît toute la complexité, voire même les luttes d'intérêts au sein d'un même service. Il en ressort une histoire vraiment passionnante à suivre, nous replongeant dans le contexte général des 2 décennies durant lesquelles Chahine aura promené cette nonchalance et son look de babacool des rues de Toulouse à celles de Paris, pour lui qui était originaire du Liban, pays qu'il fuyait comme la peste. Si le scénario est signé Philippe Collin, c'est en réalité Sébastien Goethals qui est à l'initiative de cet album, lui dont les parents qui l'ont élevé du côté d'Avignon et qui avaient un petit côté anarchiste, avaient des sympathies pour certains des personnages que met en avant cette bande dessinée. Rassemblant ses souvenirs d'enfance et les combinant au travail de recherche, dont la bibliographie est disponible en fin d'album, il s'est replongé avec Philippe Collin dans cette période qu'il nous retranscrit très bien ici en dessin. On retrouve ce style qui lui est propre, un trait dynamique que le choix des cadrages finit d'accentuer, un jeu sur les couleurs en fonction des situations et des personnages suivis, et une capacité à donner beaucoup de caractère aux protagonistes qu'il met en scène. Tout cela finissant de faire de L'Escamoteur un titre vraiment captivant, et en dépit de sa forte pagination, on n'a absolument pas envie de lâcher des mains cet ouvrage qui fonctionne comme un véritable polar historique qui nous entraîne jusqu'aux années Mitterrand. Ce sont les éditions Futuropolis, éditeur historique du duo, qui publient ce nouvel ouvrage arrivé en librairie le 9 octobre dernier, et comme vous l'avez sûrement compris, ce fut un immense coup de cœur en ce qui me concerne. Deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 7 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties par un véritable coup de cœur que j'ai eu pour un titre aussi poétique qu'original dans son approche, réunissant une pléiade d'artistes pour nous faire découvrir une série de petits métiers méconnus. L'album s'appelle d'ailleurs Les petits métiers méconnus, et si au scénario nous y retrouvons le talentueux Vincent Zabu, côté dessin, nous découvrons ici pas moins d'une quinzaine de signatures, dont certaines parmi les plus fameuses de la bande dessinée européenne. C'est d'ailleurs en compagnie d'Hippolyte, complice avec lequel il a déjà publié de nombreux albums, que s'ouvre et se referme ce titre, nous présentant une jeune femme, brune, à la recherche d'un emploi. Tombant sur l'ouvrage que l'on tient entre les mains comme une astucieuse mise en abîme, nous cheminons alors à la découverte de 14 métiers tantôt saugrenus, tantôt inutiles et donc indispensables, ou encore d'autres qui ne s'appuient que sur le ressort poétique et le jeu sur la langue. La première véritable histoire nous est dessinée par Effa, l'auteur espagnol, nous montrant ce qu'est un balayeur de regrets, homme qui revient avec le printemps éliminer les papiers sur lesquels la population de la ville a noté les regrets des choses que l'on n'a pas accomplies durant l'année. Comme pour toutes les histoires présentes dans cet album, en 6 pages, le duo Effa-Zabu met en place la situation, les personnages et une conclusion qui permet comme ça de passer d'une histoire à l'autre avec une certaine gourmandise, je dois bien l'avouer. C'est ensuite Alexandre Cléris qui nous parle d'un souffleur de rue capable de donner vitalité et répartie à toutes les personnes qui fréquentent la ville et qui interagissent les uns avec les autres. Parmi les histoires pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur, je retiens celle du peintre en bord de case, qui est aussi un beau jeu poétique en lien avec la bande dessinée, une histoire originale que met en dessin Pierre Morel.
J'ai retrouvé aussi avec grand plaisir le trait généreux et tout en rondeur de Raviré, qui illustre à merveille le marchand de gros mots, une courte histoire aussi jouissive que forte en émotion. Alfred, Christian Durieux, Charles Berberian, Christian Caillot ou encore Thomas Campi, pour ne citer que, font partie des autres auteurs prestigieux que l'on retrouve ici, proposant au passage une variété de styles qui en met plein les yeux tout au long de la lecture. Disponible en librairie depuis le 4 octobre dernier aux éditions Dupuis, vous aurez compris que Les Petits Métiers Méconnus est un album qui fait preuve d'une véritable originalité, un titre qui propose 128 pages d'histoires dans lesquelles on se laisse emporter pour notre plus grand plaisir de lecteur. De la poésie, il y en a aussi dans les textes de Joseph Pontus, artiste trop précocement disparu, qui se voit adapté pour la première fois en bande dessinée par le jeune et talentueux Julien Martinière, un ouvrage sorti chez Sarbacane. Album qui est raconté à la première personne, comme pour le roman dont il est l'adaptation, à la ligne Feuillet d'usine, nous fait suivre Joseph, ouvrier intérimaire dont on découvre le quotidien tout au long des 208 pages de ce titre. Lui se voudrait écrivain, mais voilà, il faut bien faire bouillir la marmite du foyer et pas question de se reposer uniquement sur le salaire de sa compagne, c'est cette raison qui va pousser Joseph à travailler à l'usine. Ainsi, dès les premières pages, on le voit prendre son poste et en sa compagnie, on découvre les coulisses de cette usine qui est spécialisée dans la crevette, usine dans laquelle règne le froid et les cadences infernales où l'être humain est au service de ce petit animal des mers. Avec un dessin en noir et blanc, précis et détaillé, Julien Martinière fait plonger le lecteur dans l'univers répétitif et harassant de l'usine, multipliant ici les cases ou proposant des cadres serrés sur les mains pour mieux capter la poésie du geste. Car c'est cela l'univers de Joseph Pontus, la rencontre entre la trivialité d'un quotidien dans un bâtiment froid qui sent le poisson, avec des réflexions qui sont capables de prendre de la hauteur sur le rapport entre l'homme et le travail. Dans À la ligne, les gueules ouvertes des poissons au regard vitreux qui montrent leurs dents acérées sont souvent moins dangereuses que la surveillance du chef qui contrôle les cadences ou le collègue bourré qui fait n'importe quoi. En faisant un détour par un abattoir, le dessin qui resserre les cases et qui oppresse nous fait comprendre aussi toute la difficulté de ces métiers qui sont pourtant essentiels alors qu'ils sont déconsidérés au quotidien. C'est donc un bel hommage que rend Joseph Pontus et du coup Julien Martinière à la classe ouvrière dans un album que j'ai vraiment trouvé captivant de bout en bout, tant l'immersion dans ce monde qui se lève tôt est fascinante. Disponible en librairie depuis le 2 octobre dernier, voilà bien un ouvrage original que je vous recommande chaudement, un titre qui met en lumière ces travailleurs du quotidien avec beaucoup de talent. De poésie, il en est toujours question dans le 2e tome de Voleurs de Feu, biographie romancée sur la vie d'Arthur Rimbaud que l'on doit au très talentueux Damien Cuvillier qui s'initie cette 2e livrée sur les 5 programmés. Dans le premier livre, pour reprendre l'appellation officielle de la numérotation des tomes, nous découvrions le jeune Arthur Rimbaud au sein de sa famille dans une enfance marquée par le fort caractère d'une mère qui a élevé seule ses 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Épris de liberté, comme on le découvrait dans le volume précédent, le jeune Arthur, qui a maintenant 16 ans, a de plus en plus de mal à être bridé au quotidien, lui dont l'esprit s'évade en permanence à travers les poèmes qu'il écrit et qui se dévoilent au lecteur. En arrière-plan de ce second tome, la guerre franco-prussienne à laquelle va d'ailleurs participer le frère de Rimbaud, une guerre qui pousse la mère à restreindre un peu plus encore les libertés de son jeune fils. C'est ce qui va décider le poète à prendre la poudre d'escampette, direction la capitale, en passant par la Belgique et Saint-Quentin, la guerre rendant un voyage direct quasi impossible. Mais tout ne se passera pas comme prévu pour Rimbaud, et c'est finalement son ancien instituteur, Georges Isambard, avec qui il a gardé un contact étroit, qui finira par le recueillir et lui offrir cette souplesse qu'il réclame à corps et à cri. Cette amitié permettra aussi au jeune poète de rencontrer certains de ses pairs et de vivre des expériences qui pourront nourrir ses textes, que ce soit l'amour et la sexualité, avec des hommes essentiellement, ou l'abus de boissons alcoolisées à laquelle Rimbaud s'adonne fréquemment.
Jeune homme tourmenté et contrarié, on assiste toutefois à l'envol de celui pour qui Charleville-Mézières est définitivement trop petit, un deuxième tome toujours aussi passionnant, porté par le très beau dessin de l'auteur Picard. Damien Cuvillier nous emmène dans les pas de son héros en nous le faisant suivre au plus près, dans l'intimité de son quotidien, avec un style très pictural et précis qui est devenu avec le temps sa marque de fabrique. Que ce soit dans le huis clos de sa chambre familiale ou sur les champs de bataille, les 112 pages de cet album sont un véritable régal pour les yeux et donnent déjà envie de tenir la suite entre nos mains, tant cette vie d'Arthur Rimbaud est passionnante à suivre. Ce sont les éditions Futuropolis qui publient cette série, qui rend hommage à l'un des auteurs français les plus singuliers, un second tome paru le 25 septembre dernier, pour une série que je ne saurais trop recommander. Après un premier tome permettant de présenter les personnages et l'intrigue, voilà qu'arrive déjà en librairie le second tome de la série L'Ombre des Lumières, cette série épistolaire où les faux-semblants sont au centre de l'histoire. Durant le siècle des Lumières, nous sommes entraînés en compagnie d'un personnage sans morale et sans scrupules qui essaye de se jouer de ses contemporains par pure gourmandise du jeu, mais pour servir ses intérêts aussi, bien évidemment. Au centre du récit, le chevalier de Saint-Sauveur, dont la correspondance a été retrouvée au hasard dans un secrétaire, une correspondance riche en enseignements qui nous raconte qui fut ce personnage et comment il mena sa vie. Les 3 premiers tomes de cette saga seront d'ailleurs entièrement dédiés à cette correspondance qui nous emmène dans le Nouveau Monde dans le second tome fraîchement arrivé en librairie et baptisé Dentelle et Vampoum. Au scénario, Alain Hérol s'amuse grandement avec ce libertin qui prend un malin plaisir à rouler tout le monde dans la farine, comme ce sera le cas avec l'Iroquois Addario dans le second tome et la délicate Aimée d'Archambault. Obligé de quitter le territoire métropolitain en direction du Canada, Saint-Sauveur est déjà en train de manigancer sur le bateau un coup qui lui permettra de revenir en France, qui plus est avec les honneurs. Embarqué avec son valet, le philosophe Gonzague et l'Iroquois Addario, il va essayer de compromettre la belle Aimée avec cet Indien, sans se douter que le cœur a parfois ses raisons que la raison ignore. Pensant mener tout son petit monde par le bout du nez, il en oublie les nombreux facteurs extérieurs qui pourraient mettre à mal son plan, mais on le sait depuis le premier tome, Saint-Sauveur a cette faculté de toujours réussir à retomber sur ses pattes comme un chat. Comme sur le premier tome, le dessin, toujours aussi beau et expressif de Richard Guérinaud, invite parfois le lecteur à se méfier du contenu des lettres, mais avec le personnage de Saint-Sauveur, la rouerie est élevée au rang d'art. Ce même dessin s'exprime aussi de la plus belle des façons dans cette série au grand format, un dessin qui fait passer le lecteur des forêts canadiennes au salon plus feutré de la noblesse française. Passionnante à suivre, la série L'Ombre des Lumières fait aussi preuve d'une grande originalité et demandera au lecteur une lecture très attentive pour suivre le fil de cette histoire épistolaire. Paru chez Delcourt le 2 octobre dernier, cette seconde livrée en appellera une troisième avant que l'histoire ne change de ton et abandonne cette formule pour offrir un récit complet par album. Elle fut certainement l'une des histoires criminelles les plus retentissantes de la seconde moitié du siècle dernier, une histoire qui met en son centre un jeune enfant répondant au prénom de Grégory, cet enfant qui est sur la couverture de l'album qui porte son prénom. Alors que l'on va commémorer les 40 ans de ce que l'on a coutume d'appeler l'affaire Grégory, pas moins de 2 bandes dessinées reviennent sur cette tragédie, dont la première signée par le scénariste Pat Perna, qui a reçu le concours de Jean-Marie Villemain en personne, le père du jeune enfant assassiné. Dans cet album, il est surtout question de comprendre les ressorts intimes de cette histoire, d'abord dans quelles circonstances a disparu le petit Grégory, et ce qui va pousser son père Jean-Marie Villemain à assassiner celui qui était alors désigné comme le coupable, son cousin Bernard Laroche. On entre alors dans cette histoire passionnante qu'avait remis en avant Netflix en 2019, une histoire qui nous entraîne dans un petit village sur les rives de la Vologne, l'Épanche-sur-Vologne, lieu où résidait la famille Villemain. Dans cette bande dessinée, on pénètre au cœur de la famille et on prend conscience de la déchirure que fut pour ce couple, resté pourtant soudé malgré les épreuves, la disparition de leur enfant unique alors. Du petit village des Vosges jusqu'au tribunal de Dijon, l'album permet de rappeler les faits
tout en expliquant ce qui a poussé Jean-Marie Villemain à commettre l'irréparable, c'est-à-dire assassiner un homme. Resserrant les cadres sur les visages et cherchant à faire ressentir au lecteur toute la détresse qui accabla alors cette famille, le dessin de Christophe Gauthier, au noir charbonneux et aux couleurs sombres, finit de nous immerger dans ce récit aussi passionnant que tragique. Album qui sera à suivre, tant l'histoire est dense, ce sont les éditions Les Arènes BD qui proposent cette bande dessinée captivante qui permet de bien resituer l'affaire et d'en saisir toutes ses dimensions, à commencer par le côté dramatique. Toujours concernant l'affaire Grégory, est sorti aussi très récemment aux éditions Petit à Petit, dans la fameuse collection des docu-BD, un ouvrage complet baptisé Le Corbeau, revenant sur cette histoire criminelle. Avec sa couverture noire, d'où ressortent les deux yeux lumineux d'un corbeau qui nous regarde avec un air féroce, cet album revient plus en longueur sur cette affaire en mélangeant comme toujours la bande dessinée et la partie documentaire. L'album va d'ailleurs beaucoup plus loin et n'a pas la même ambition que celui précédemment cité. Ici, il est question de revenir sur l'intégralité de l'affaire, de la disparition du petit Grégory jusqu'aux dernières avancées de l'enquête en 2024. Se présentant en plusieurs chapitres, chacun d'entre eux revenant sur l'un des aspects de cette sordide histoire, que ce soit les premières manifestations du corbeau auprès de la famille Villemain élargie, jusqu'aux dernières interpellations dans le dossier en 2017. Avec cet ouvrage, on a donc une vue beaucoup plus globale sur cette histoire et sur les différents protagonistes qu'elle touche de près ou de loin. Démarrant comme la bande dessinée Grégory avec un arbre généalogique qui permet de bien appréhender les différents liens qui existent entre les personnages de celle-ci, ensuite on se plonge au cœur de ce crime qui s'est déroulé il y a maintenant 40 ans. Et pour tout dire, on reste complètement scotché à cette lecture, tant l'album fourmille de petits détails qui permettent non seulement de donner corps à cette enquête, mais aussi de l'épaisseur aux différents protagonistes qui sont concernés de près ou de loin par celle-ci. Côté scénario et partie documentaire, nous devons à Béatrice Merdrignac et Tristan Oulmar ce travail fouillé et plutôt complet qui permet d'avoir une véritable connaissance globale de cette affaire une fois l'album refermé. Pour la partie dessin, ici nous retrouvons Grégory Lay qui propose un dessin fouillé et précis qui permet de bien identifier chacun des personnages de cette histoire, un dessin aux teintes sombres qui finit de bien nous immerger dans cette histoire criminelle. Arrivé en librairie le 9 octobre dernier, il permet d'avoir une connaissance globale de cette enquête et propose un très bon moment de lecture, comme c'est souvent le cas quand on se plonge dans un docu-BD des éditions Petit à Petit. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition des 2 premiers tomes dans un somptueux album au grand format de la série Le Château des Étoiles, une réédition qui permet de découvrir cette superbe histoire en reprenant dès le début. C'est en 2014 que nous avons vu arriver en librairie le premier tome de cette saga, qui fête donc ses 10 ans et qui pour l'occasion aura droit à une belle exposition durant le festival Quai des Bulles de Saint-Malo prochainement. Avec beaucoup d'audace et de malice, Alex Alice, à qui nous devons le scénario comme le dessin, nous plonge dans le passé pour nous parler de conquête spatiale, nous entraînant même en 1868. Durant cette post-ère industrielle, une femme a le rêve fou de s'envoler à bord d'une montgolfière avec comme objectif d'y trouver les terres un gaz puissant capable de fournir une source d'énergie telle qu'elle pourrait bien représenter une véritable révolution pour les humains. Laissant son mari Archibald et son fils Séraphin sur la terre ferme, elle compte bien dépasser les 13 000 mètres d'altitude à bord de son ballon pour faire cette découverte avant de redescendre auprès de sa famille. Mais voilà, si son carnet est retrouvé en Bavière quelque temps plus tard, nous n'avons plus aucune trace de celle qui a mystérieusement disparu dans le ciel et que son mari et son fils vont tâcher de retrouver avec le concours du roi Ludwig, souverain de Bavière. C'est ainsi qu'Archibald et Séraphin quittent le nord de la France pour l'Allemagne, là où on mettra à leur disposition toutes les ressources leur permettant de construire une machine capable de s'élever dans le ciel, avec le secret espoir pour Séraphin de retrouver sa mère. Entre le roi mélancolique et rêveur et Archibald l'ingénieur que l'on pense capable de mettre au point une telle machine, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais l'envie de mener à bien cette quête les fera travailler ensemble. C'est ainsi que le lecteur s'engage dans une quête palpitante où les obstacles qui viendront se dresser sur le chemin de notre fière équipe seront vraiment nombreux.
Mélangeant habilement la science et l'histoire, Alex Alice nous entraîne dans une aventure qui saura autant émerveiller les plus jeunes que les plus âgés, le tout porté par un très beau dessin plein de grâce au découpage très dynamique. Le grand format de cette réédition, ponctué par les gazettes qui finissent d'immerger le lecteur, font de cet album un très bel objet à avoir dans sa collection ou un cadeau idéal pour qui veut faire découvrir cette superbe série à des amateurs d'aventure. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui proposent ce superbe objet qui a retrouvé le chemin des librairies le 18 septembre dernier, un titre que je recommande plus que chaudement pour une série que j'ai adoré découvrir grâce à cette réédition en intégrale. Ainsi se termine ce 185e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à L'Escamoteur, le nouvel album du duo Philippe Collin au scénario et Sébastien Gothals au dessin que publient les éditions Futuropolis. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 8 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 4 novembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.